Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a ouvert ce jeudi au Fleuve Congo Hotel la première réunion du cadre national des concertations parties prenantes du secteur minier dans le but d'instaurer un dialogue permanent et participatif entre tous les acteurs impliqués dans la gestion des secteurs extractifs en République démocratique du Congo. Après la suspension du directeur général de la Société nationale d'électricité, le chef de service de l'inspection générale des finances, Jules Alingue Tekei, dit n'avoir vu aucune trace de détournement à cette entreprise publique depuis près de 6 mois. Éléments à suivre dans cette édition du journal. Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal. Dans le but d'instaurer un dialogue permanent et participatif entre tous les acteurs impliqués dans la gestion des secteurs extractifs en République démocratique du Congo, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a ouvert ce jeudi au Fleuve Congo Hotel la première réunion du cadre national des concertations de parties prenantes du secteur minier placé sous la coordination du Conseil présidentiel des veilles stratégiques. Igor Biwaka, Fulgence Milaï et Djumanana. Présent en ces grands événements qui a connu la participation de plusieurs personnalités du secteur minier de la RDC, le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde a présidé la cérémonie d'ouverture de ces assises. La première réunion de ces cadres dont la supervision est attribuée au Conseil présidentiel du veille stratégique matérialise la volonté de mettre en place une plateforme nationale qui coordonne les secteurs miniers et extractifs en RDC. Volonté notamment exprimée par les participants aux assises des tables rondes provinciales sur la gouvernance minière artisanale en RDC, tenues du 24 au 26 mai 2022. Dans son allocution, Sama Lukonde est revenu sur la nécessité de la mise en place de ces cadres et a appelé à la régularité de sa tenue. La mise en place d'un cadre national de concertation est d'autant plus importante et nécessaire ce jour au vu des velléités prédatrices qui transcende le secteur et qui constitue une menace existentielle à la vie de nos populations et de notre nation. J'aimerais rappeler ici que c'est uniquement par la rigueur et la cohésion résultant de la conjugaison de nos efforts que nous parviendrons à réaliser cet objectif d'assainir notre secteur extractif. Le CPVS, créé en 2020, est placé sous l'autorité directe du chef de l'État Félix Tshisekedi. Il est notamment chargé de suivre et d'évaluer la mise en œuvre des engagements du président de la République repris dans les programmes d'action du gouvernement. En marge de ces assises du cadre national des concertations, le ministre de Mines, Antoinette Ntsamba Kalambayi, a listé les principaux défis auxquels fait face le secteur minier en République démocratique du Congo et a appelé les participants à les identifier et à les traiter en vue non seulement d'améliorer les secteurs, mais surtout les conditions de vie des exploitants artisanaux. On l'écoute. Plusieurs plateformes au sein de mon ministère ont eu à travailler sur l'artisanat minier. Comme vous le savez, aujourd'hui, le PIN que le ministère des Mines a et continue à porter aujourd'hui, c'est l'exploitation artisanale. Avec tout ce qu'il y a comme défi, nous avons eu en son temps à organiser l'état généraux des mines. Nous avons eu à organiser des tables rondes sur l'artisanat minier, ainsi que plusieurs ateliers pour essayer d'évaluer l'artisanat minier en République démocratique du Congo et normaliser l'exploitation artisanale que nous vivons au quotidien. Nous avons eu à organiser avec les services spécialisés du ministère des Mines des ateliers par rapport à l'artisanat minier. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des réalités, plusieurs défis à relever. Nous vivons au quotidien comment les exploitants artisanaux qui devaient en principe exploiter au sein des zones d'exploitation artisanale ils envahissent les périmètres concédés. Nous voyons comment des étrangers qui devaient aller vers l'industrie minière préfèrent contourner en allant exploiter au sein des périmètres sur lesquels ils devaient en principe explorer, ils préfèrent faire l'exploitation. Identifier réellement les défis que nous avons dans l'artisanat minier, non pas seulement par rapport à la modernisation de l'industrie de l'artisanat minier, mais aussi par rapport
aux exploitants artisanaux leur quotidien, comment... Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde s'est entretenu mercredi avec le secrétaire général de l'Organisation des États d'Afrique, du Caraïbe et du Pacifique, OACP en sigle, Georges Robelo Pinto Chikoti. Le chef de cette organisation a exprimé sa solidarité en République démocratique du Congo à la situation sécuritaire à l'est du pays, mais aussi les partenariats entre l'OACP et l'Union européenne. Patrick Lumbala nous en dit plus. En séjour de travail à Kinshasa, le secrétaire général de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, Georges Rebelo, a été reçu ce 19 avril 2023 par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde à la primature, conduit auprès du chef du gouvernement par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula Apala. Ce haut responsable de l'OACP était venu exprimer de vive voix la solidarité de son organisation à la République démocratique du Congo, surtout en cette période où sévissent des atrocités dans la partie est du pays. Le secrétaire général de l'OACP a aussi encouragé le gouvernement Sama Lukonde dans ses efforts pour la restauration de la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Notre soutien il est d'abord politique, c'est un soutien de solidarité au niveau de l'organisation. La RDC a déjà un ambassadeur qui est très actif au sein du comité des ambassadeurs, qui nous informe régulièrement. Donc, je crois que cette solidarité que nous avons pu souder autour de nos problèmes, elle est également importante. Donc, ma présence au Congo, c'est vraiment pour manifester et encourager tous les efforts que le gouvernement du Congo mène déjà pour la paix en République démocratique. Au cours de ces entretiens, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a été informé de l'accord de partenariat entre l'OACP et l'Union européenne, un accord négocié depuis 2018, mais qui n'est pas encore signé. Nous avons aussi pris l'occasion d'informer Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, sur l'accord de partenariat entre l'OACP et l'Union européenne. Comme vous le savez bien, cet accord, nous l'avons négocié depuis 2018 et puis nous l'avons paraphé en 2021 et jusqu'ici il n'est pas encore signé. Mais j'ai transmis que nous sommes encouragés qu'au cours des derniers jours, il y a des initiatives qui nous indiquent que l'accord sera éventuellement signé. Donc cela est très important pour l'ensemble de nos pays. Donc ce qui fait que ça renforce d'une part la relation de coopération et de partenariat que nous avons avec l'Union européenne, mais ça permet également de pouvoir rentrer dans la nouvelle ère de cet accord. Le Premier ministre s'est montré très réceptif vis-à-vis de son interlocuteur, qu'il a encouragé de continuer sur la voie de conclure cet accord avec l'Union européenne. Il l'a également remercié pour la sensibilité que l'OACP a par rapport aux problèmes que la République démocratique du Congo traverse, surtout en termes de paix et de solidarité. Je l'ai annoncé au sommaire de ce journal, après la suspension du directeur général de la Société nationale d'électricité, le chef de service Jules Alingué-Tekei dit n'avoir vu aucune trace de détournement à cette entreprise publique depuis près de 6 mois. Écoutez. Il n'y a pas de silence et je pense qu'il ne nous a pas été posé la question sur la gestion de la SNEL. L'inspection générale des finances encadre les opérations financières à la SNEL. Les rapports que nous avons ne retracent aucun fait de détournement pour les 6 derniers mois. Et les faits d'opacité dans la gestion, nous ne l'avons pas également retracé. Donc nous avions suivi comme tout le monde. Nous sommes d'ailleurs très étonnés, au moins qu'on parle d'autres choses. Moi, j'ai cru comprendre qu'on parlait de l'incompétence. Là aussi, nous ne voudrions pas nous prononcer. Vous savez, on est en matière de gestion. Il est difficile de comprendre que des personnes qui ont été recrutées sur concours, ce sont les rares mandataires qu'on a recrutés sur concours et à la demande des institutions internationales. Et ces mandataires ont réussi avec brio et qu'on vienne aujourd'hui parler de l'incompétence. Ça, ce n'est pas notre problème, ce n'est pas nous, mais l'inspection générale des finances qui encadre les opérations financières de la SNEL n'a retracé aucun fait de détournement des deniers publics.
Et puis dans le reste de l'actualité, le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gérard Moulumba, était descendu dans les quartiers Ndanou à Limité le mercredi. Il était question de rassurer la population de cette partie de la ville sur la concrétisation imminente des promesses du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, concernant la construction d'une digue et l'asphaltage de l'artère principale. Un reportage signé Claude Kungu. Tel qu'est promis par le président de la République, Félix Tshisekedi, aux Congolais résidant dans les quartiers Ndanou, à l'est de Kinshasa, dans la commune de Limete, il y a de cela plus d'un an, ces derniers viennent de déléguer les autres autorités de la capitale congolaise ce mercredi 19 avril. Le vice-gouverneur de Kinshasa, Jekoko Moulumba, qui devait être aux côtés du gouverneur Gentini Ngobila empêché pour des raisons d'État, a assuré que les promesses du chef de l'État, celles de construire un digue et une route asphaltée, seront très bientôt mises en exécution. En effet, ces quartiers confrontés notamment des inondations et des difficultés liées à la mobilité verra dans très peu l'érection d'une digue pour contenir les eaux à la base des inondations et l'asphaltage de l'artère principale qui mène vers l'avenue Poids-Lourd. Face à un grand public venu spontanément l'accueillir, le vice-gouverneur Jekoko Moulumba, l'homme à la base de la plaidoirie auprès des autorités en faveur du quartier Ndanou, à l'époque où il fut député provincial élu de la circonscription de Limete, a détaillé les retombées de sa démarche, preuve d'un leadership assumé et incontestable. Mais le gouverneur en ville a une réunion de sécurité. Il y a un toye awa pour toye bisabino boye. Déjà des vies à digue, ça qui en déjà. Mon opé kalamingité gouvernement et tout amour. Toye siko mon konzamo kalobi boye. Bakosa na kaka digue te sombu le beti bakuma na mokongo awati na poilu. Ali basa na bana Ndanou digue na makadam awati na poilu. En effet, en face de la concrétisation de sa promesse, le président Tshisekedi vient de prouver une fois de plus qu'il tient à maintenir l'homme au centre de ses actions prioritaires, une vision largement soutenue par le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Jekoko Moulumba. Il s'est ouvert à Kinshasa le mercredi 19 avril une conférence autour de la 10e édition de la Semaine des sciences et des technologies au Centre Wallonie-Bruxelles sous le thème 10 ans de sciences et des technologies au service de la jeunesse, victoire du passé, espoir du futur. Des assises organisées dans le but de développer en Afrique une culture scientifique et technologique, promouvoir le savoir-faire dans ces domaines et susciter des vocations. C'est le Tchamala. Cette série de plusieurs assises est ouverte par cette conférence, marquée par la présence de plusieurs hautes personnalités, notamment le commissaire de l'Union africaine, Mohamed Bellossine, du ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, Gilbert Kabanda, et d'autres invités étrangers. Face à la presse, le commissaire de l'Union africaine a expliqué que la concrétisation de l'agenda 2063 est tributaire à une éducation de qualité, dont la maîtrise des sciences et technologies. Pour ceux qui ne connaissent pas l'agenda 2063, c'est une espèce de feuille de route qui a été tracée par les chefs d'État de l'Union africaine qui comporte une vision prospective de ce qu'on voudrait que l'Afrique soit dans 50 ans. Pour que cet agenda se concrétise, il est impératif que nos pays se dotent de systèmes d'éducation et de formation de qualité, inclusifs et transformateur. De son côté, le représentant du gouvernement congolais central, Gilbert Kabanda, a appelé le grand public à profiter de cette semaine riche en connaissances. Avec la science et la technologie, le Congo sera une puissance d'Afrique. Sans la science et la technologie, le Grand Congo restera un nain en Afrique. Cette 10e édition, initiée par l'ASBEL Investing in People, prendra 4 jours, soit du 19 au 22 avril 2023. Et puis en marge de cette conférence sur la semaine de la science et des technologies, Raïssa Malou, l'initiatrice du projet, est revenue sur la particularité de cette 10e édition aux côtés d'autres participants qui ont salué cette initiative. Écoutez. Pouvoir faire en fait la rétrospective des 9 éditions précédentes avec différentes animations et surtout de proposer des activités qui vont nous permettre de penser et d'imaginer notre futur. Donc le thème est déjà la première particularité.
Le double marrainage. Permettez-moi de parler en termes de marrainage et puis de parrainage, parce que nous avons un marrainage institutionnel de l'Union africaine via sa représentation ici, donc via son Excellence Madame Michel Ndiaye. Et nous avons aussi le marrainage sportif avec Maître Nancy Tchaba, donc qui est vice-championne d'Afrique. Nous avons lancé cette 10e édition de la Semaine de la Science dans la province du Congo central, donc à Mbanza-Ngungu, avec l'ISP Mbanza-Ngungu et l'Université Congo. Et enfin, la dernière particularité, c'est que c'est vraiment une édition nationale, parce que nous avons 12 provinces de la RDC qui organisent des activités en parallèle de l'activité principale. Madame Raissa, je vous encourage à continuer avec cette Semaine de la Science. Je suis sûre et certaine qu'après cette édition, les Congolais vont comprendre le bienfait de cette Semaine de la Science. C'est vraiment une joie de voir qu'aujourd'hui nous sommes en train de célébrer cette 10e édition. Cela montre que c'était un beau projet. Chez Raissa, le projet il est beau, il est porteur et tant que vous continuez à y mettre du cœur, la TMB restera à vos côtés parce que nous sommes convaincus que vous avez la volonté de pouvoir réussir. Autre chose à signaler dans ce journal, en parallèle de la poursuite du programme d'Esprit de Vie, initiative qui consiste à octroyer à crédit des bus neufs aux membres de l'association des propriétaires des véhicules affectés au transport au Congo, le gouvernement appelle Central Motor à honorer son engagement consistant à implanter une usine de démontage des véhicules marque Hyundai en République démocratique du Congo. C'est dans cette optique que le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Marc Ekila, a annoncé le week-end dernier l'arrivée de près de 500 nouveaux bus de marque Hyundai Esprit de Vie de 27 places assises commandées par le gouvernement, dont 60% de facture a déjà été payée, confirmation faite par le DG de Central Motors. Ces derniers relèvent à l'issue de son entretien avec le ministre Marc Ekila qu'un premier lot de 100 bus est déjà à Kinshasa, entreposé au siège de Central Motors. Selon lui, 200 autres minibus sont déjà en chargement et seront acheminés à Kinshasa au mois de mai avant le dernier lot des 200 autres dont la livraison est programmée pour le mois de juillet de l'année en cours. En outre, il y a lieu de souligner que dans le contrat, le concessionnaire représentant la firme coréenne Hyundai en République démocratique du Congo avait pris l'engagement d'installer une usine de montage de ces bus à Kinshasa. Ces contrats signés le 27 novembre 2013 devaient permettre non seulement l'accroissement du nombre de bus neufs en circulation sur les routes de la capitale, également de créer 2 emplois localement, mais aussi entre un pôle d'exportation de cette marque vers toute l'Afrique centrale. Mais hélas, cette clause du contrat n'a jamais été respectée près de 10 ans. Il revient au ministre Marc Ekila, juriste de son État, de faire respecter cette disposition du contrat en vue de permettre aux transporteurs, même ceux qui ne sont pas membres de l'APVECO, de s'en procurer à un prix réduit hors douane. Et puis la mise en place du paiement électronique souhaité par les responsables de Transacademia ne fait pas l'unanimité dans les chefs des étudiants. Certains estiment qu'ils n'ont pas tous la possibilité d'utiliser ces systèmes immatériels et ils demandent aux autorités de revoir cette décision. Kessia Onga et Eddie Boma ont rencontré quelques-uns ce jeudi. Regardez. Le DG de Transacademia a mis le paiement par les moyens électroniques. Or que tous les étudiants n'ont pas ces moyens-là de paiement électronique. On est vraiment habitué à payer comme ça. Pour les moyens électroniques, on croyait même qu'on pouvait nous introduire ça dans les frais. Or que ce n'est pas dans les frais, c'est hormis les frais. Alors, les Transacademia a fait comme si c'était une moyen à part avec les moyens universitaires. Les Transacademia est bonne, mais ces moyens de paiement n'est pas vraiment bon. Ça ne facilite pas la tâche. Ce que je vais suggérer de remettre cela comme on fait avec le paiement cash, comme on fait avec les transports normaux. Parce que c'est un peu rare de mettre ton abonnement et de rester à l'arrêt de trouver Transacademia. Donc c'est pas vraiment habituel. Ça vient par rapport à ces temps et puis ça roule comme ça. Donc c'est vraiment difficile. Au moins quand on se retrouve avec notre argent de les poches, on pourra payer et puis utiliser cela. Avec ça, moi je trouve c'est bon parce qu'ils ont diminué un peu le coût de transport aux étudiants. Ils ont diminué, ils ont facilité les gens. Mais jusqu'à présent, on attend le fonctionnement de ces transports-là. Je ne sais pas comment avec l'organisation de la Transacademia, ils ont organisé pour ça. On ne sait pas si par exemple
il y a des bus qui sont en direction pour l'INBTP seulement, ou bien pour IEC, ou bien on ne sait pas. Si on prend par exemple la ligne de Tchangou, on prend les étudiants, il y a des étudiants qui utilisent des Tchangou, des lignes BTP puis des IEC. Alors je ne sais pas comment ils ont organisé. À part, par bus, c'est pour les étudiants de l'IEC, ou bien pour un bus, c'est pour les étudiants de l'INBTP. Ou bien en général, tout le monde sera là. Si par exemple, tout le monde sera là-bas dans un bus, alors si en cas de quoi, en cas de désordre, quelles sont les organisations que vous avez organisées pour protéger ces trucs, ce genre de choses-là? Et puis la commercialisation des arachides au marché du 17 mai à la commune de Kimbateke, au sud-est de la ville-province de Kinshasa, n'est pas aisée. Les vendeuses de ces lieux des négoces, approchées par nos reporters ce jeudi, ont détaillé les difficultés liées à leur commerce. Ces derniers déplorent notamment l'instabilité du taux d'échange. Nous sommes au marché du 17 mai, communément appelé Wenzeya Barebel, où se négocient plusieurs articles et denrées alimentaires, parmi lesquels les arachides vendus généralement en gros, en provenance principalement des villages environnants. Seulement, les vendeuses en ces lieux font face aux multiples problèmes liés notamment à l'instabilité du taux d'échange et à l'évacuation de marchandises. Je ne tire plus de bénéfices à cette activité de commercialisation d'arachides. Le prix d'arachides variait à l'époque entre 80 000 à 120 000 francs congolais. Mais actuellement, à cause de la flambée des prix, un sac revient à 200 000, voire 250 000 francs congolais. La dépréciation du franc congolais face à la monnaie étrangère en est pour beaucoup. Mais tu as 250 000 pour la nini dollar ezoboma tina mboka dollar ekomi to somba nguba na cher lokola ba client bazate to teke kola nguba 1500 to somba nguba na cher. Le prix d'un sac d'arachide est très coûteux. Par ailleurs, on est contraint de vendre une mesurette d'arachide à 1300 ou 1500 francs. 210, 215. Okoya na wenze a ekola nguba 1300, 1500. Bato bakosa biso obo voter biso pa babongisela biso wenze tala lelo nde to fandi na kati ya salité na infection. Ces personnes que nous avons élues nous ont abandonnés. On vend dans des conditions précaires. C'est par ces activités que nous prenons en charge nos familles. Cependant, les activités ne vont pas bon train, et ce, à cause de la dépréciation de notre monnaie face au dollar. Ces dernières espèrent que la situation pourra s'améliorer si seulement les autorités urbaines s'y impliquent. Elles insistent également sur l'assainissement du marché presque abandonné. Et pour finir, concernant ces marchés du 17 mai, l'administrateur a expliqué son fonctionnement, a ensuite souligné les difficultés rencontrées et surtout a lancé un appel en faveur de sa modernisation. Philo Chiloba, Grace Luyanga et Djumanana. C'est ordre à Bakonzi, qui vraiment bimiti na balabala, pour empêcher vraiment bonne marche na mitu quand même na passant. Depuis bakonzi bazwa ki meko ya kolongola batu na barter yango monde to elige bango na kati ya bafandi et difficulté za ba mama oyo balingaka kaka na balabala awa bazo mwana ntike côté kezate mais pourtant banda pe bakoti awa na moni vraiment moi vente ba mesani bakompe côté ka peza malamu tracasserie za société ndenge za ki muke na point seulement na policier oyo ya sengi mbongo aleki policier oyo ya sengi aleki mais banda bafandi awa bazo lela penza bi papa to fanda na soka boto za kimia que bafutaka ezale taxe journalier ya étalage na taxe journalier wana to sala ka soki oleki opesi mama zana teke na ye ya mutu eza ko pesa ye droit afanda wana ateka en notre part mbongo wana soki tozwi 60% ekendaka na commune 40% ezaka mpona fonctionnement ya marché kosomba bapao bakombo na mwa babiloko mosusu etali mpona fourniture ya bureau 40% ezali na kofuta bajean na fourniture comme babiloko ya salongo comme babike bapapier oyo tosalela mosala tike na wenze baza kofuta ezali na 200 francs salongo 200 francs jour donc ete 400 francs par jour 200 salongo 200 ya tike étalage liloba na nga soki nakosenga kaka na bakonzi bameka kosunga biso penza na mwa baétalage ya likolo mpo bateki bazwa moyen koteka ya kobatama na se ya bamoi to na se ya mbula et en plus basunga biso mpe ata bureau
tozala mwa place ya kofanda mpo tozwa moyen kosala mpe mosala biso malamu mpo banda mpe na yawa nasali au deuxième année nasali awa po eza place moko mpenza ezalaka kaka bapoint chaud ya bato ya kuluna. Prenons à présent la revue de presse, lui est sélectionnée par Juvette Mbelo. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette revue de presse économique. Débutons cette revue de presse avec Nouvelle du Soir qui titre « Sama Lukonde a échangé avec les caucus des députés ». Le journal note que des questions de développement socio-économique étaient au centre des échanges entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et le caucus des députés nationaux membres de l'Union sacrée issus du Grand Katanga. Plusieurs points ont été au cœur des discussions avec le chef du gouvernement. Il s'agit notamment de la sécurité, le social de la population du Grand Katanga, incluant la flambée des prix des denrées de première nécessité, mais aussi leur engagement en tant que membre de l'Union sacrée de la nation, renseigne le journal. À en croire le président du caucus des députés nationaux de l'Union sacrée de la nation, Grand Katanga, leurs préoccupations ont trouvé un écho favorable auprès du chef du gouvernement, Sama Lukonde. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui titre à sa une « La RDC discute de l'assemblage des camions russes Kamaz, champion des 19 Rulaises de Dakar ». Le journal explique que le constructeur russe Kamaz mène des pourparlers avec Kinshasa pour augmenter les exportations vers ce pays de pièces et de véhicules, mais aussi pour l'ouverture d'une usine d'assemblage sur place. Pour le confrère, la République démocratique du Congo discute avec la société russe Kamaz d'une augmentation des exportations de ces camions russes ainsi que de l'implantation d'une usine d'assemblage à Kinshasa. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur de la RDC en Russie. Le journal renseigne que Kamaz est le plus grand constructeur de camions de Russie avec une part de marché de 23,5% au mois de février 2023, selon le service de statistiques. À noter que l'entreprise est largement connue pour ses camions à câble avancé. Elle produit également des bus et des moteurs de voitures. Des modèles lourds sont exportés dans de nombreuses régions du monde, notamment le pays de l'ex-URSS, l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique. Terminons cette revue de presse économique avec l'Avenir qui revient pour sa part sur les recommandations d'AfriWatch au gouvernement congolais et titre à sa 6e page « AfriWatch exhorte le gouvernement à publier les informations sur les secteurs miniers ». Selon le journal, l'Observatoire africain des ressources naturelles a organisé une séance de travail à Kinshasa avec certains services de l'État pour leur rappeler l'obligation légale de publier certaines informations concernant les ressources naturelles dans le cadre de la transparence et la traçabilité. Pour le président de l'Observatoire africain des ressources naturelles, après la révision du code minier, AfriWatch a voulu réitérer ses recommandations de voir la transparence être mise en œuvre. Fin de cette revue de presse économique. Merci à vous de l'avoir suivi. Et si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel des titres. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a ouvert ce jeudi au Fleuve Congo Hotel la première réunion du cadre national des concertations de parties prenantes du secteur minier dans le but d'instaurer un dialogue permanent et participatif entre tous les acteurs impliqués dans la gestion des secteurs extractifs en République démocratique du Congo. Et vous avez suivi dans ce journal après la suspension du directeur général de la Société nationale de l'électricité, le chef des services de l'inspection générale des finances, Jules Alingué-Tekei, dit n'avoir vu aucune trace de détournement à cette entreprise publique depuis près de 6 mois. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision. Au revoir. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original.
Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.